Bien, on va commencer. Je vais demander à Cédric Ducrot, président du groupe Diamart, de me rejoindre sur scène. Bah, je comprends pas. Ce matin, la première fois que je suis monté, vous avez applaudi. La deuxième fois pas. Alors, je sais pas ce que ça veut dire sur ce que vous... Hein, Bon, donc le troisième table ronde de la journée, en plus des use cases, etc. Donc la troisième table ronde qui est centrée sur qu'est-ce que c'est qu'une entreprise de distribution, au fond, et dans quelle mesure la technologie est ou pas déterminante dans la performance. Alors, quand on pose la question comme ça, il y a une espèce de réponse, on va dire un peu politically correcte, ou voilà, qui est de dire oui, la technologie c'est important, mais c'est juste un moyen au service de la performance, de l'orientation client, de la proposition de valeur, etc. Ok. Sauf que, ce qui est évident, enfin bien sûr, sauf qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas vraiment avancé dans la réflexion, parce que quand on alloue les CAPEX, ou qu'on fait son plan strat, ou qu'on fait ses priorités de recrutement, à un moment donné, il faut bien décider quelle part relative on alloue à la technologie dans les priorités stratégiques de l'entreprise. Et d'un côté, par moment, on a l'impression que le retail est en train de devenir un métier de technologie, et d'avoir certaines entreprises incroyablement performantes qui sont quasiment des tech companies, alors plutôt dans le e-commerce et les pure players que dans le physique, mais quand même. Et à d'autres moments, on a l'impression, ou on a des patrons de certaines entreprises qui disent « ouais, la techno, c'est bien, mais enfin, moi par exemple, Dominique Schelcher, chez Système U, il dit la techno, c'est bien, mais enfin, ce qui est important, c'est d'avoir un bon boucher dans le magasin. » Voilà. Et donc, moi, je trouve que c'est pas si simple que ça, finalement, de se faire une religion sur est-ce que c'est la techno qui fait bouger les lignes. Quand je dis techno, je ne pense pas que digital, e-commerce, etc. C'est techno au sens un peu large, même si c'est évidemment le digital qui, là aussi, est le plus en transformation. Donc, dans quelle mesure la technologie est centrale ou pas dans les priorités stratégiques, dans ce qui va faire la différence finalement entre les entreprises de retail de demain. Donc on va avoir 3 intervenants, vous allez voir, qui ont des choses, pas forcément ce que vous vous attendez à entendre, à raconter. Sébastien Bismuth, patron de... Où est la zapette? La zapette, j'ai pas besoin de la zapette? Bon, d'accord. Ah oui. Donc Sébastien Laure Le Gall de Miracle et Flavien Dodifray de Tom, si vous voulez bien nous rejoindre. Donc on va évidemment commencer par vous lui demander de vous présenter, en commençant par la dame, puisque nous avons un ratio femmes-hommes parmi les speakers qui malheureusement est encore un peu loin de la parité. On fait des efforts, mais enfin on n'arrive pas tout à fait. Donc merci Laure de nous aider à se rapprocher de la parité. Donc vous nous dites peut-être en 1 minute qui vous êtes l'un et l'autre. Toi, tu n'as pas tellement besoin de parler de tes marques, parce qu'on les connaît bien, mais raconte-nous peut-être un tout petit peu la trajectoire et comment tu peux être multiprésident. Là, tout ça, on ne comprend plus rien à ton job. Flavien, par contre, ton entreprise, elle est un petit peu... On connaît les enseignes, mais on ne connaît pas forcément le groupe. Donc, explique-nous peut-être un petit peu qui est Tom et qu'est-ce que ça recouvre. Et puis, Laure, je pense que tout le monde connaît ton entreprise et toi, mais dis-nous quand même qui tu es. Très bien, je démarre. Bonjour à tous, Laure Le Gall, je suis vice-présidente Sales, Stratégie et Opération. Pour faire très simple, la moitié du monde chez Miracle, c'est-à-dire l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. On a ouvert un bureau à Singapour il y a 3 semaines. J'ai rejoint Miracle il y a bientôt 9 ans, donc à l'époque où notre entreprise était une petite start-up française. On s'arrête un jour d'être une start-up pour devenir une scale-up. Et effectivement, j'ai eu la chance de suivre l'évolution de cette entreprise. C'est une aventure exceptionnelle. Il n'y a pas de marché comparable à celui des marketplaces. On en parlera tout à l'heure parce qu'on est un éditeur de logiciels technologiques. Donc, évidemment, je suis une fan de technologie. Et à part ça, j'ai passé un tiers de ma vie dans le conseil avant d'arriver chez Miracle, un tiers de ma vie dans le marketing. Et en tant que patronne du marketing, on me vendait des solutions technologiques. Donc, j'étais assise un peu de l'autre côté de la chaise et j'écoutais le discours de prestataires qui venaient me vendre leur technologie. Donc, c'est aussi une expérience dont je pourrais parler. D'accord. Jean-Christophe.
Jean-Christophe, c'est Jean-Christophe. je vous ai tellement parlé à tous les deux tout à l'heure. Je que vais je vous dire, comprends. Jean-Christophe, tu veux pas venir? Il est là. Bon, Je vais l'inviter, quand même. Sébastien. Attends, on nous compare, c'est quand même extraordinaire. Moi, je suis pas aussi, Je ne sais pas qui ça. pas aussi musclé que lui, quand même. Bon, j'allais dire bonsoir, non. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, Cédric. Cédric, c'est ça. Je ne sais pas quoi dire. Donc, on connaît les marques. Donc, tu voulais que je dise quoi? Donc, toi, tu as repris Jennifer il y a combien de temps? Il y a 3 ans et demi. À un moment où la boîte n'était pas très flamboyante. Voilà, donc, la boîte était en difficulté. Je venais de quitter une autre enseigne du retail qui s'appelle Andy's. Et je cuisinais tranquillement, j'apprenais à faire la cuisine pour mes enfants, j'étais très content. Et au bout de quelques semaines, on m'a dit il y a Jennifer à vendre, etc. Et Jennifer, pour moi, c'était une marque qui me parlait énormément, puisque je l'ai bien connue. C'était quand même une marque leader des années 90, 2000, etc. Et donc j'ai saisi l'opportunité, j'ai regroupé un consortium d'investisseurs. Et on a fait du commerce et on a réinventé la marque. Donc tu nous raconteras tout à l'heure pourquoi ça marche, parce que vous avez fait un retournement intéressant. Après, le Covid est un peu arrivé là-dessus, mais bon, tu nous raconteras. Et puis, par ailleurs, donc, tu as une responsabilité chez Célio maintenant. Voilà, et donc il y a une partie des actionnaires de Jennifer, minoritaires, qui sont les propriétaires de Célio. Marc et Laurent Grossman, et ils m'ont demandé il y a un peu plus d'1 an, de les rejoindre pour les représenter. Donc je suis devenu président de Célio France, et donc je travaille avec le CEO qui est aussi un ami, Johannes Sonnen, et on travaille main dans la main, on partage la stratégie, la vision, les idées, etc. Donc une vision, une belle vision large du monde de la mode. Flavien, qui es-tu et qui est Tom ? Alors bonjour à toutes et tous, donc Flavien Denifray, je suis le directeur général Europe du groupe Tom. Alors le groupe Tom, c'est des enseignes de bijouterie accessible, donc les enseignes connues en France, Histoire d'Or, Marc Orient, également en Italie, Stroili qui est le leader local, et une marque qui s'appelle Orovivo en Allemagne. Et donc c'est près de 1000 points de vente en Europe et à peu près 5000 collaborateurs. Et très 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 largement leader. Au niveau européen, le numéro 2 doit être 3 fois plus petit ou un truc comme ça? Oui, c'est à peu près ça, oui. On est les très leaders dominante. européens et c'est un peu notre Donc ce qu'on va essayer ambition. de comprendre, c'est comment vous avez fait pour creuser un tel écart. Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres? Tu veux que je réponde? Non, tu Tiens, réponds pas tout de suite. Vas-y. Allez. Donc c'était ma première question pour Flavien et pour Sébastien. C'est qu'est-ce qui fait que vous êtes donc Tom depuis longtemps en termes de part de marché, et toi sur le retournement de Jennifer en particulier, qu'est-ce que vous faites mieux que les autres? C'est quoi votre obsession quand vous prenez votre douche le matin? Vous pensez à quoi? C'est quoi le truc qui va faire la différence? Moi, il y a 2 choses qui m'obsèdent. Alors j'ai rejoint le groupe il y a 1 an, donc je suis peu responsable du succès du groupe, mais je vais essayer de le prolonger. Il y a 2 choses qui m'obsèdent. La première, c'est nos marques. Comment j'appelle ça l'épaisseur de marque. Comment épaissir nos marques en permanence, puisque on est sur une catégorie qui vend une forme de rêve, en tout cas, qui vend des produits plaisir. Donc l'importance de la marque est fondamentale. Et la deuxième chose soit qui m'empêche de dormir ou qui m'excite le matin avant de partir travailler, c'est le service aux clients, les services qu'on peut rendre à nos clients, et notre service client. Il y a ce qu'on va leur proposer en amont et comment on va s'en occuper après. Parce que c'est la vision, je pense, que l'on a chez Tom, c'est une vision assez long terme. On n'est pas là pour faire des coups promotionnels à un instant T. On est plutôt là pour construire une confiance à long terme avec nos clients. Et je pense que c'est cette proximité, ce service aux clients qui a fait notre force durant toutes ces années. Mais historiquement, tu dis, comme tu dis, on est des marques, l'épaisseur de marque, etc. Si je fais un peu contradicteur, moi j'ai quand même l'impression qu'Histoire d'Or ou Marc Orion, dans une certaine mesure, c'est quand même un peu plus des enseignes qu'on perçoit comme un revendeur
que des véritables marques avec une profondeur de marque réelle? Est-ce que c'est injuste quand je te dis ça? Alors, ça me fait de la peine que tu dises ça. Et en fait, en réalité, c'est un peu de là où on vient. Et c'est tout le travail assez remarquable qui a été fait par les équipes ces dernières années. Et on voit notamment Histoire d'Or aujourd'hui, qui est le leader, comme tu le disais, d'assez loin en France. La force de la marque Histoire d'Or, on commence à la sentir depuis quelques années. Et ne serait-ce que quand on prend Histoire d'Or et Marc Orient, qui sont dans des enseignes assez complémentaires, on voit que Histoire d'Or a pris un leadership très fort. Et ça, c'est pas uniquement une question de retail, de maillage, c'est aussi tout ce qu'on est capable d'amener en termes d'épaisseur de marque. Très bien. Sébastien, si je te pose la même question, qu'est-ce qui fait la différence? J'ai de la chance que ça fait 5 minutes que je peux réfléchir déjà à la réponse. Et donc, après une longue réflexion, je me suis dit que finalement, on avait fait 2 choses. Sur Jennifer, on a rajouté Don't Call Me, vous voyez, au-dessus. Et sur Célio, on a rajouté en dessous Be Normal. Et en réalité, tout part de là. Tout part de là, c'est-à-dire qu'on tire un fil. Et c'est vrai que souvent, dans le retail français, même international, hein, on n'a pas un imaginaire de marque forcément très fort. Et je pense que ce qu'on est arrivé à faire, en tout cas avec Jennifer, c'est créer autre chose que des magasins avec des produits, du textile, un positionnement prix. On a créé un imaginaire de marque puissant en s'adressant à une niche de clientes, donc en acceptant d'être sur une cible très réduite. D'ailleurs, McKinsey, qui avait fait une étude pour Jennifer avant que j'arrive, avait dit il faut viser la fille de 20 ans. Et partout sur les bureaux, il y avait marqué I am 20. Et l'analyse, c'était que la cible des ados et pré-ados était une cible trop petite. Hein, c'est 350 000 filles par tranche d'âge. Et avec de petits pouvoirs d'achat, pas de revenus, et que c'était donc une cible dangereuse et qu'il fallait absolument aller sur la 20-30 ans. Et en réalité, c'est ce qu'ils ont fait. La boîte n'a pas marché. Donc faites attention à McKinsey. Et donc, ça avait coûté très cher d'ailleurs, l'étude. Je vois du petit là. Quand on dit du mal de McKinsey sur ça, moi je suis heureux. Merci. Régale, tu m'avais passé la mission, c'est fait. Donc, donc nous, juste on a suivi notre instinct. On s'est dit finalement l'ADN de Jennifer, sans avoir fait de grandes études, c'est l'ado, c'est l'après-ado. On a un rôle à jouer, il y a un marché où il y a peu de concurrents. Et donc, on a appuyé, on a réappuyé sur cette clientèle et on a créé un imaginaire, je pense, de marque avec ce Don't Call Me Jennifer, avec une valeur derrière qui s'appelle le zéro étiquette. Et donc, de là, on déroule maintenant un fil. Donc, c'est assumer une forme de radicalité dans les partis pris, d'aspérité, de cible, etc., même si ça exclut forcément un peu. Et cet imaginaire de marque, l'impression que j'ai eue en vous voyant faire, c'est que tu as veillé très fortement à le construire au moins autant à l'intérieur de l'entreprise qu'auprès des clients. Il y a la com, bien sûr, il y a la pub, mais on a l'impression que la com interne et l'évolution rapide de la culture avec l'adhésion à ça a été un truc très très important. Écoute, sûrement, c'est aussi ma nature. Hein, donc, on travaille avec passion. Et donc, j'ai besoin de travailler avec des gens passionnés. Donc, effectivement, il y a eu un fort turnover, ouais, c'est vrai. Oui, d'accord. Okay. C'est une autre façon de le dire. J'étais sur la bouteille à moitié pleine. Okay. Donc, épaisseur de marque, là aussi, et un peu de radicalité. Toi, tu n'es pas dans la radicalité de la segmentation quand même. Pour le moment, parce que vous êtes dominant sur le marché, tu peux te permettre d'avoir un positionnement assez central et de viser assez large quand même. Ouais, nous, à l'inverse, on est vraiment la bijouterie accessible. Donc, on est très fédérateur, rassembleur. On est une marque qui a une certaine candeur, je dirais, mais on l'assume complètement, qui est populaire, qui est candide, et on l'assume. Mais tu vas pouvoir mettre une épaisseur de marque vraiment importante sans radicaliser ton positionnement et ta cible? C'est toute la question. Je suis en train de travailler sur la plateforme de marque et je rencontre beaucoup d'agences marketing. Et on sort d'un gros tour où on a fait pitcher plein d'agences. Et au final, on n'a retenu personne. Personne parce qu'on n'a pas trouvé réellement notre voie. Et nous, notre vocation, c'est de rester accessible. Et le piège dans lequel on pourrait tomber, on voit aujourd'hui, il y a des gens, justement comme donc Call Me Jennifer, qui font un travail fantastique. Le piège, ce serait de vouloir essayer de copier ça et de perdre un peu notre ADN populaire, rassembleur. Donc, il faut qu'on arrive à le garder
avec cette forme, encore une fois, j'aime bien ce mot de candeur dans notre communication, qui est finalement un petit peu décalée dans l'air du temps. Très bien. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de techno jusque-là, c'est intéressant d'ailleurs, parce que je vous invite à une table ronde de technologie, puis vous me parlez de clients et de marketing. Mais vous m'aviez prévenu. On va venir sur la part de la techno dans le succès quand même. Laure, avant de venir spécifiquement sur ce sujet-là, vous, avec le poste d'observation assez privilégié que vous avez, puisque vous travaillez dans plein de secteurs avec plein d'acteurs, notamment sur les 2 dernières années qui ont été un peu compliquées, quel sentiment tu as sur ceux qui ont gagné et ceux qui ont moins gagné? Qu'est-ce que tu vois comme différence en fait? Ceux qui ont gagné, ils avaient quoi que les autres n'avaient pas? Alors, je vais parler de marketplace, mais pas de technologie. C'est 2 choses différentes. La marketplace, c'est un modèle économique. Et là, force est de constater que ceux qui tirent leur épingle du jeu, ce sont ceux qui ont une place de marché. Ceux qui ont adopté le modèle de marketplace, pour une raison vraiment extrêmement simple. Quand le Covid a démarré, on était comme toutes les entreprises. On a eu des réunions dans le comité de direction interne pour se poser la question de à quoi allait ressembler le GMV de nos clients en pleine période de Covid. Certains ont été évidemment frappés de plein fouet. Je pense à notre client comme Accor, par exemple, dont l'intégralité des hôtels était fermée. Donc là, il n'y avait plus du tout de volume d'affaires. Mais pour les autres, ce qui s'est passé au bout de quelques semaines, ça a été exactement l'inverse d'une situation de crise. On s'est retrouvé dans une situation que vous avez certainement tous observée, hyper croissance. Et cette hyper croissance, je dis 2 fois hyper parce qu'il y a un double phénomène. Le premier, c'est celui du e-commerce. Bon, on a gagné en 3 mois la même croissance qu'on a connue en 10 ans dans le e-commerce dans le monde. La pénétration, par exemple, si tu prends les États-Unis, qui est toujours un observatoire intéressant avec la Chine, des grandes tendances digitales dans le monde, c'est des projections en 2030 de 35% de pénétration du e-commerce, alors qu'avant le Covid, les études montraient qu'on serait autour de 22% en 2030. Et c'est une espèce d'hypercroissance et d'adoption des modes de consommation e-commerce et omnicanal qui s'est faite de manière durable. C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir en arrière. Il y a certes évidemment une petite décroissance en 2021 par rapport à 2020, mais quand on prend le 2e semestre 2020, le e-commerce a connu 55% de croissance. Donc ça, c'est le premier phénomène. Mais en plus, les e-commerçants qui étaient dotés d'une marketplace ont connu 175% de croissance. Donc, et ça s'explique de manière hyper simple, en fait. En plein Covid, les gens achetaient quoi? Ils achetaient beaucoup de choses pour leur maison, beaucoup de choses pour leur bureau, un pic des ventes de peinture, un pic de vente des bureaux et des chaises de bureau. Et ben, ceux qui vendaient ces produits historiquement ont rapidement été en rupture de stock. Donc, quand on n'a que du e-commerce, déjà, on a vendu tout son stock parce que d'un coup, on n'achète plus dans les magasins. Mais ceux qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu, c'est ceux qui étaient capables de travailler avec un écosystème de vendeurs qui proposaient ces produits et ils ont vendu énormément via leur marketplace. Donc la réponse, indépendamment de la technologie à court terme, c'est déjà le modèle économique qui dit j'ai un autre pilier dans mon activité digitale, j'ai un stock virtuel qui est celui de tout un écosystème de partenaires marchands et donc je perds une marketplace, et bien ce sont eux qui tirent leur épingle du jeu. Vas-y. Non, j'ai dit merci aux magasins qui étaient fermés. Parce que bon, on parle quand même d'énorme croissance. N'oublions pas que les gens n'avaient pas le choix que de consommer autre part. Donc, absolument. Et d'ailleurs, on voit que là, avec la réouverture des magasins, le digital rechute. Et on pensait qu'il y aurait des vrais changements d'habitude. Bien au contraire, je pense que tout le monde a subi le fait d'aller chercher son relais colis, de ne pas recevoir le bon produit, pas la bonne taille, d'attendre, et qu'on est tous ravis de revenir en magasin. Ça n'enlève pas l'intérêt de la marketplace, mais je réclame. Mais 1000 fois d'accord. 1000 fois d'accord, c'est jamais l'un au détriment de l'autre. Un des
retour d'expérience qu'on fait très souvent quand on démarre des projets marketplace avec des clients, c'est surtout ne créez pas une verrue qui est juste une plateforme sur votre portail e-commerce et une marketplace qui n'est pas connectée à l'intégralité de votre expérience client, connectée à vos magasins. Donc c'est vrai pour la marketplace comme c'est vrai du e-commerce en général. Mais au-delà de la marketplace en tant que telle, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que quand on est dans un univers avec autant d'imprévisibilité, de ruptures potentielles, d'improvisation, etc., le plus tu es dans un modèle fermé, centré sur lui-même, un peu rigide, très cohérent, très performant, mais fermé, le moins tu as d'agilité pour t'adapter à l'inconnaissable et à l'imprévisible. Et typiquement, les modèles d'écosystème ouvert sont des modèles qui peut-être sont plus flexibles ou plus agiles pour s'adapter à l'imprévu. La marketplace étant une façon très, très claire de faire ça. En période de Covid et complètement en dehors de période de Covid, ça permet de tester l'appétence de ses clients, puisque mes deux voisins de droite et de gauche parlaient du client, ce qui est quand même à peu près la seule chose qui nous intéresse tous. Donc, ça permet de tester l'appétence d'un client sur certains univers et certains produits. Je pense, si vous prenez le top 20 du e-commerce en France, 100% des acteurs sont des marketplaces. C'est pas un hasard, c'est parce qu'ils ont compris que la richesse de l'écosystème leur permettait de répondre à des vrais enjeux et des vrais besoins clients. Et ils font, avec ce modèle-là, ils ont des exemples d'échecs comme de succès. Des succès dans le lancement de nouvelles catégories, mais comme on avait travaillé il y a quelques années avec Conforama qui lançait dans ses magasins physiques des catégories de type lit électrique avec un vrai échec, et puis du coup qu'ils testent en marketplace avec succès, qui pour autant essayent de faire tout ce qui est lié à l'animalerie grâce à la marketplace, et ça ne marche pas du tout. Bon, ils ont testé, mais maintenant le risque pour eux de le tester sous cette forme-là est quand même faible. Ça coûte moins cher que de créer des points de vente dédiés, voilà, c'est ça sûr. coûte moins cher. Je voudrais quand même qu'on revienne à ma question de départ, si vous voulez bien, mes chers speakers. Dans quelle mesure la techno est un facteur clé de succès et conditionne l'évolution et contribue à refaçonner quelque part le retail de demain? Ou est-ce que, bon voilà, il y a toujours eu des systèmes d'infos, il y a toujours eu des entrepôts, il continuera à y avoir de la techno, il faut être performant, il faut faire le job, mais finalement c'est une commodity et c'est pas ça qui fait la différence. C'est une commodity ou ça fait la différence? Flavien? Chez Tom, je dirais que ça a toujours été un facteur clé de succès, avant même qu'on parle vraiment de digital, de transformation digitale. Il y a une vingtaine d'années, les dirigeants de l'époque avaient une vision qui était de dire il faut absolument qu'on ait notre propre caisse. Notre métier, c'est d'être des retailers et on ne veut pas être dépendant d'un éditeur pour faire évoluer notre caisse, offrir de nouveaux services à nos clients. Donc on avait fait ce choix-là il y a une vingtaine d'années. Donc on a notre propre caisse, notre propre ERP. Donc on avait vraiment fait de la technologie un facteur clé de succès. Et ça reste totalement vrai aujourd'hui, puisque un peu comme tout le monde, évidemment, on investit dans des plateformes digitales. On est sur Salesforce Commerce Cloud et on est en permanence en train d'investir sur notre e-commerce. Mais pas que, on réfléchit beaucoup on parle beaucoup de l'expérience magasin que je ne saurais pas forcément très bien retranscrire, mais moi ce qui m'intéresse et qui m'obsède, c'est comment on va simplifier la vie de nos clients. Il faut savoir qu'en bijouterie, la particularité de notre métier, on doit être à peu près les seuls retailers qui restent à être obligés quand on est client, on est obligé d'aller voir un vendeur pour qu'il ouvre la vitrine, pour qu'il fasse la vente avec le client. Et donc ça pose énormément de contraintes opérationnelles. Et donc il faut, la technologie va être au service de lever tous les irritants qu'on peut retrouver avec cette expérience particulière de la bijouterie. On est aussi un métier où on va faire des commandes clients, parce qu'on va créer des bijoux pour nos clients avec des délais qui peuvent être assez longs. Donc on a des enjeux technologiques aussi d'intégration avec nos fournisseurs pour servir au mieux nos clients. Okay. Et donc la techno vous a historiquement permis de mieux faire votre métier que les concurrents, et notamment que les indépendants ou les chaînes moins structurées. Oui, exactement. Et aujourd'hui, sur les nouvelles générations de techno, parce qu'on voit des choses très disruptives, notamment en matière de e-commerce, ou chez les pure players, on a l'impression que les mecs sont en train de réinventer le monde, quoi. Enfin, ils nous bousculent la vie un peu quand même. C'est des choses qui parlent quand on est en magasin ou... Oui, c'est des choses qui nous parlent. Loin, en fait, ce qui est intéressant, c'est un peu la complémentarité des mondes, et c'est des mondes un peu à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y a un écosystème
de start-up et de sociétés très innovantes qui vont très très vite dans leur développement. Et nous, le retail, on a une problématique qui est le temps d'ingestion de ces technologies. On aimerait aller très vite, mais généralement, quand on est pitché par une start-up qui nous dit à 3 semaines d'intégration, notre expérience, alors peut-être qu'on est très mauvais, hein, mais c'est 3 mois, 6 mois d'intégration. Donc on a un petit peu ce paradoxe à deux vitesses. Mais du coup, on est obligé de se réinventer et de faire un petit peu différemment. Donc récemment, chez Tom, on a racheté une société qui est du Nord d'ailleurs, qui s'appelle Popsell, qui fait du social commerce. Et on s'est dit pour réellement, à l'instar de ce qu'on avait fait sur la caisse il y a 20 ans, on s'est dit pour réellement intégrer cette dimension de social commerce, donc faire le lien entre les magasins et notre site internet. Donc ça veut dire concrètement un vendeur en magasin est capable de répondre à un client sur internet pour le conseiller au-delà d'un chat qui va être un peu impersonnel ou en tout cas peu qualifié. Voilà, pour faire ça, on s'est dit que la meilleure manière de le faire, c'était pas forcément de le faire in-house parce qu'on n'avait pas les savoir-faire, les technos, etc. Donc on a préféré racheter une start-up. Et on est vraiment dans un process de co-création avec des équipes Tom et des équipes Popsell pour développer. Ce qui est vraiment intéressant dans cet exemple, c'est que même si tu es largement leader de ton marché, tu n'es pas Walmart ou tu n'es pas Carrefour, quoi. Donc tu restes une entreprise de taille moyenne dans le monde de la distribution, parce que le rachat de start-up pour internaliser une compétence ou une technologie, on le voit chez les Walmart, chez Home Depot ou chez Carrefour, on ne le voit pas beaucoup chez les retailers plus intermédiaires, on va dire. Et c'est très intéressant de se dire que si c'est une techno dont vous pensez qu'elle va vraiment être transformationnelle de l'expérience, il y a une façon de le faire qui est de procéder comme ça. C'est assez atypique, c'est intéressant. En fait, je pense qu'on est assez, j'espère, agile et pragmatique et on essaie de se réinventer en permanence. Et systématiquement, on se pose cette question. Est-ce qu'on le fait nous-mêmes ou est-ce qu'on le fait faire par d'autres? Et très souvent, la réponse, c'est il vaut mieux le faire faire par d'autres parce qu'ils ont été plus vite, plus loin que nous. Mais il y a des moments, donc c'est l'exemple de Popsell, où on se dit ils ont un truc, mais ça ne correspond pas exactement aux spécificités de notre métier, donc on le réintègre et on le fait quasiment nous-mêmes. Très bien. Je pense qu'on a plus de chances que Miracle nous rachète qu'on rachète Miracle. Hein. Ça vous intéresse? Donc, je passerai la demande, pas de souci. C'est les gens de la techno qui vont nous racheter. Hein. C'est eux qui font des levées. C'est eux qui ont le pognon. Hein. C'est quand même eux qui intéressent les fonds aujourd'hui. Hein. C'est pas nous. Hein. Bon, pour répondre moi à la question de mon expérience, le retail a toujours utilisé la techno, puisqu'effectivement, tu le disais, on a eu des outils logistiques, des trieurs, des transstockers, des systèmes de caisse, de l'informatique. Enfin, le retail a toujours été quand même assez innovant et les grandes enseignes ont toujours investi beaucoup dans l'informatique avec des SAP, etc. etc. Ce que je peux dire de mon expérience, c'est que depuis donc presque 4 ans sur Don't Call Me Jennifer, je ne peux pas dire que c'est un outil ou une techno en particulier qui a fait qu'on est passé d'une entreprise qui perdait de l'argent à une entreprise rentable. Ce n'est pas la techno qui a fait qu'on a gagné 5 points de part de marché sur les 10-15 ans. C'est l'imaginaire qu'on a créé, c'est la marque, c'est le positionnement, c'est le marketing, c'est nos emplacements magasins, etc. Donc ça, c'est la réalité. Pour autant, on continue, comme les retailers le font depuis 20 ans, à regarder tout ce qui se passe et à s'outiller pour faciliter notre vie. Donc aujourd'hui, moi, j'ai un outil d'analyse de mes ventes, de la data qui est sur mon portable, qui s'appelle NoStress, qui est un outil extraordinaire. Et aujourd'hui, je peux piloter toute l'entreprise avec mon portable. Je connais mes engagements, je connais les chiffres d'affaires magasin, j'ai les chiffres d'affaires en live, j'ai les ventes, j'ai les performances, etc., etc. Donc la techno facilite notre vie jusqu'à aujourd'hui. Si on se projette sur demain, en quoi la techno, en dehors de tous les outils ultra utiles, et beaucoup d'outils aujourd'hui sont là pour aider le web aussi, hein, donc des outils d'acquisition, etc., de merch, etc. Il faut rappeler que le web, en tout cas chez Jennifer, c'est moins de 10% du chiffre d'affaires. Donc c'est pas, pour l'instant, là-dessus, on surinvestit. Si on se projette à plus long terme, là où la techno pourrait changer nos vies, c'est demain dans la fabrication. Si demain on arrive à automatiser, on arrive à se passer des main-d'œuvre asiatiques et on arrive à avoir des outils, des usines, de la technologie, de la 3D, des essayages virtuels qui fonctionnent,
etc. Donc ça, aujourd'hui, ça n'existe pas encore vraiment. Donc toi, ton sentiment, c'est que dans le magasin, les technos de rupture qui véritablement changent le business model du magasin, pour le moment, en tout cas dans ton secteur, elles ne sont pas encore vraiment là. Et pourtant, le mec qui vous dit ça, c'est le gars qui a inventé Undies Machine, quand même. Hein. Donc, qui a été peut-être l'expérience la plus radicale de changement du business model dans ce secteur-là, par la technologie notamment. Pas que la techno. Mais... Non, mais justement, c'est intéressant, parce qu'Undies Machine, au départ, c'est une idée créative, et on s'est dit comment on va la réaliser. Et finalement, Undies Machine, c'est des tubes pneumatiques, c'est de l'air comprimé. Les tubes pneumatiques et l'air comprimé, ça existe depuis... il y a les réseaux en dessous de Paris, c'était la Poste livrée avec des tubes pneumatiques, c'est depuis 50 ans. Donc c'était pas une techno innovante. Mais on a pu, effectivement, grâce à la RFID, implémenter ce système. Mais pour autant, ça n'a pas changé l'enseigne. Ça a été un coup marketing qui a rayonné sur l'enseigne. Donc aujourd'hui, ce qui a révolutionné la marque donc Call Me Jennifer, c'est plutôt la façon dont on a utilisé les réseaux sociaux, la façon dont on a utilisé TikTok, la façon dont on a utilisé les influenceurs, la façon dont on a travaillé en amont sur la marque. Donc, Mais il y a une chose que vous avez dit tous les deux, enfin chacun à votre façon, et qu'on avait entendu également ce matin, qui est de dire, vous dites finalement qu'il faut fabriquer de l'émotion. C'est ça qui fait la préférence, c'est ça qui fait gagner. C'est l'épaisseur, qu'on l'appelle l'épaisseur de marque, qu'on l'appelle relation client, qu'on l'appelle service client, etc. C'est une dimension, une épaisseur émotionnelle. Mais on disait ce matin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, que c'est difficile de mettre de l'émotion tant que tu n'as pas maîtrisé les irritants, quoi. Et la techno, ça sert beaucoup finalement à supprimer les irritants aujourd'hui dans le magasin. Moi, en tout cas, dans le magasin, dans nos métiers, je n'ai pas en tête un outil qui... un irritant, c'est d'aller en cabine. Donc d'enlever son pantalon, d'essayer un pantalon, d'enlever ses chaussures, d'enlever ses chaussettes, etc. Aujourd'hui, je ne connais pas un outil qui permet de ne pas essayer ses vêtements. Donc ça, ce serait un irritant fort. La caisse est un irritant. Donc effectivement, la techno, on fait du self-checkout. Bon, mais c'est pas un truc ultra révolutionnaire. Mais pour revenir 2 secondes sur Miracle, parce que je la taquinais un peu, parce qu'elle parlait de chiffres incroyables de croissance dans le web pendant que les magasins étaient fermés, donc ça m'énervait un peu. Mais voilà. Mais pour autant, je vous l'annonce, nous avons signé avec Miracle. C'est-à-dire que aujourd'hui, la techno de demain, grâce à un logiciel qui va nous permettre d'être une marketplace leader sur les ados, voilà, c'est de la techno. En tout cas, on espère, je ne peux pas le dire jusqu'à aujourd'hui, on a réussi sans ça. On espère que ça va nous révolutionner, nous permettre d'être un leader sur les ados plus large que uniquement l'univers textile et de proposer des offres et de la curation spécialisée sur les ados. Donc effectivement, Miracle est un bon exemple et c'est pour ça qu'ils ont levé beaucoup d'argent, parce que ça veut être un outil fort utile, mais tout reste à prouver. Non, mais une marketplace pour Don't Call Me Jennifer n'est rien sans la vision que Sébastien a partagée avec nous lorsqu'on a démarré nos discussions, sans la vision de transformation de cette marque. Donc autrement dit, pour répondre déjà à ta question sur la technologie, une bonne technologie n'est pas une garantie de succès. Mais une mauvaise technologie est une garantie d'échec. Donc c'est quand même un métier complexe d'être provider de technologie, éditeur de logiciels. Il faut faire ce métier avec énormément de professionnalisme. Et donc, j'encourage toutes les personnes qui sont là et qui choisissent des partenaires technologiques à choisir ces partenaires technologiques avec des critères hyper exigeants qui sont multiples, qui sont liés à la sécurité, qui sont liés à des problématiques de compliance. Ce n'est pas forcément la partie la plus sexy quand on choisit un partenaire technologique, mais c'est obligatoire pour des entreprises technologiques d'investir lourdement sur ces sujets-là. On a fait une nouvelle levée de fonds, effectivement, en octobre. C'est une série E, donc c'est encore une nouvelle étape pour nous. Mais les 2 dernières levées de fonds qu'on a faites en 2020 et en 2021 ont exactement le même objectif. Le premier objectif, c'est d'investir dans notre propre technologie pour nos clients.
On a aujourd'hui 200 personnes qui font partie des labs Miracle. On va employer 500 personnes dans les labs Miracle d'ici les 2-3 prochaines années à venir. Et c'est des équipes en France. C'est des équipes de R&D qui sont basées entre Paris et Bordeaux aujourd'hui. Donc c'est le premier investissement. Et notre métier, c'est de rendre simple quelque chose qui est quand même vraiment compliqué. Monter une marketplace, c'est énormément de flux dans tous les sens, des flux de produits, de mise à jour de stock, de commandes, de retours, d'incidents, de flux financiers, de commissions. On rend simple quelque chose qui est extrêmement complexe. Le Black Friday l'année dernière, c'était 150 millions d'appels API en une journée. Dans une année, on a 1 milliard d'appels API uniquement sur la mise à jour des stocks. Donc c'est un métier qu'il faut faire avec beaucoup de sérieux en s'assurant que ce qu'on apporte va être scalable parce que ça impacte directement l'expérience client sur le site internet ou dans le magasin quand la marketplace est pensée en omnicanal, ce qui est évidemment la bonne chose à faire. Donc c'est voilà, le premier niveau de réponse. C'est qu'une bonne technologie, ça répond à un niveau d'exigence hyper élevé. Et pour autant, une bonne technologie n'est pas une garantie de succès. Et c'est la raison pour laquelle on a construit en fait l'entreprise Miracle. Je pense que franchement, le secret recipe, c'est quoi en français? Merde. L'arme fatale. L'arme fatale. L'ingrédient secret. Merci. L'ingrédient secret, il est là, en fait. L'ingrédient secret, c'est de se dire qu'il y a 2 autres composants qui vont être des facteurs clés de succès pour nos clients qui ne sont pas du tout de la technologie. Le premier, c'est l'expertise. Et donc, c'est être vraiment très pointu et très expert de notre secteur. On fait une chose, on la fait vraiment bien. Qui sont ces modèles de marketplace C2C, B2B, B2C, les reconditionnés. Enfin, il y a plein de modèles économiques intéressants derrière. C'est ce moment où on discute avec un dirigeant d'entreprise et on dit mais vous n'allez pas faire une marketplace pour faire une marketplace, vous allez faire une marketplace parce que vous allez répondre à quelque chose qui est dans votre ADN et que la marketplace va servir. Et puis, donc ça, c'est la première composante, technologie, l'expertise. Et le dernier pilier de ce qu'on fait avec nos clients, c'est l'écosystème. Parce que, ce que tu disais tout à l'heure, je pense vraiment que l'innovation, la petite touche en plus, on va aussi la chercher avec des partenaires, pas que des partenaires technologiques, mais des partenaires sur une marketplace. Quand on choisit les partenaires, les marques, les petits fabricants qui vont devenir vendeurs sur la marketplace Jennifer, par exemple, c'est une manière d'exercer son métier qui est hyper différenciante. Et ça, c'est pas que de la technologie. Mais ce qui est frappant, c'est que, alors encore une fois, la marketplace, même si c'est pas que de la technologie, c'est d'abord un modèle, un business model, mais c'est vraiment une rupture pour le coup. Enfin, ça permet de faire des choses vraiment très très différentes de ce qu'on faisait avant. Mais c'est encore du e-commerce, c'est encore du online. Finalement, quand on regarde le magasin, on a l'impression que les magasins d'aujourd'hui, même s'ils sont plus performants, plus optimisés, plus tout ce que tu veux, ils sont fondamentalement pas si différents que ça du magasin d'il y a 20 ans ou 25 ans. En tout cas, c'est pas la technologie qui les a changés. Et quand on entend parler les retailers physiques, l'intégration de la technologie, y compris quand on rachète des startups ou quand on fait des choses un peu gonflées comme tu avais fait chez Undies, c'est plus des micro-améliorations permanentes de plein de petites choses qui viennent enrichir en fait la façon de faire le métier, plus que des grandes ruptures un peu Big Bang, un peu spectaculaires, comme on peut voir du côté du e-commerce. Ça vous parle, ça? Oui, je pense que c'est tout à fait juste. Fondamentalement, le magasin, quand on le regarde, il n'a pas changé. Après, comme tu le dis, il y a beaucoup de petits ou gros sujets qu'on est obligé de prendre les uns après les autres. Et on en parlait juste avant, il n'y a pas une grosse révolution, une grosse technologie qui change fondamentalement le retail, ou en tout cas, on l'a pas encore identifié. Mais si on prend l'exemple du paiement, le paiement devient, et certainement grâce au e-commerce, le paiement devient une exigence très forte et il y a beaucoup de services autour du paiement qui sont en train d'arriver, qui sont arrivés par le web et qui arrivent sur le magasin. Donc ça fait partie des innovations qu'on regarde de très près parce que ça facilite la vie de nos clients, ça permet d'augmenter le taux de transformation. Donc ça, c'est une brique et c'est vrai qu'il y a plein de petites briques qu'on va rajouter pour faire un tout cohérent et faciliter la vie de nos clients. Mais il n'y a pas
une espèce de logiciel qui va tout embarquer et transformer du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a quand même le certains retail. pans de alors si on reste sur le magasin, le digital, enfin la techno qui a une influence sur le point de vente, on va dire, est-ce qu'il y a quand même des domaines sur lesquels vous investissez, vous particulièrement, vous les avez mis sur le dessus de la pile, que ce soit, je sais pas moi, des choses qui se voient pas, le pilotage des flux, le back-office ou que sais-je encore, plutôt l'expérience client, plutôt les extenseurs d'offres, plutôt je sais pas quoi. Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent quand même être les plus prometteurs pour le point de vente? Ouais, alors encore une fois, un peu spécifique à notre métier. Comme je disais, on est dans une vente assistée. Et donc, comme beaucoup de retailers, on est en train d'équiper l'ensemble de nos vendeurs de smartphones pour pouvoir faire de l'encaissement déporté et puis sur la caisse physique, pour pouvoir présenter l'extension de gamme de stock qu'on n'aurait pas nécessairement en magasin, pour gérer la carte de fidélité, etc. Et également, comme je disais, avec le rachat de Popcell, grâce au smartphone, pouvoir interagir non plus seulement avec le client dans le magasin, mais également avec un client qui serait sur notre site. Donc le physique du magasin ne va pas forcément beaucoup changer de ce point de vue-là, mais l'interaction client-vendeur-produit va changer. Oui, c'est ça, c'est l'intégration complète entre le e-commerce, le magasin et le client qui va être beaucoup plus poussée. Et Sébastien, si je te pose la même question, toi, il y a des choses qui te passionnent plus, enfin qui te paraissent plus prometteuses que d'autres? Eh bien, clairement, pour moi, le magasin, donc on ouvre des grands magasins de 600 mètres carrés, on met de la musique fort, on fait des bonnes sélections donc de sélections musicales. Il y a de l'ambiance, on a un concept joyeux, on a du produit, du stock, du choix. Il n'y a pas de technologie. Et aujourd'hui, je veux dire, le client vient pour avoir cette disponibilité immédiate, d'être dans un univers. Et donc, je dirais que la seule techno que j'ai en tête, c'est qu'on a ramené, qui n'est pas vraiment une techno, on a ramené une cabine TikTok. Donc aujourd'hui, il y a une cabine, c'est marqué TikTok, vous rentrez, il y a des lumières, vous posez votre iPhone, vous sélectionnez une musique et vous pouvez faire un TikTok dans des conditions d'un studio. Et cette cabine TikTok est remplie toute la journée de monde. Alors, est-ce que c'est de la technologie? Non, c'est du retailtainment, c'est du loisir, c'est passer un bon moment dans un magasin où c'est ludique, où c'est sympa, où il y a une émotion. Et donc, nous, en tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer de l'émotion dans le magasin. Et aujourd'hui, c'est pas forcément via la technologie. Après, évidemment, il y a de la techno, comme on se le disait tout à l'heure, via notre data, via des outils. Mais notre façon d'acheter les produits, aujourd'hui, il n'y a pas une techno qui me dit quelle quantité je dois acheter. Il n'y a pas une techno où j'appuie sur un bouton et le produit se fait fabriquer. Donc voilà, il n'y a pas pour l'instant de révolution technologique dans le retail physique, à part via le digital. Et donc c'est la capacité à intégrer de manière fluide, rapide, agile Trujillo, il disait, mais il parlait pas de technologie à l'époque, il disait retail is detail, c'est-à-dire la techno, c'est une somme de tout petits détails. Et finalement, sur le magasin, la techno, c'est une somme de petits détails qui viennent enrichir, intégrer, qu'il faut intégrer de manière. Et c'est la fluidité, l'agilité avec laquelle on intègre tout ça dans le modèle qui fait qu'elle contribue. Oui, je veux dire, c'est comme aujourd'hui en voiture, on déplie plus sa carte Michelin, quoi. C'est plus simple d'avoir Waze. Bon, je veux dire, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, on a des outils plus simples que quand il y avait des AS400 avec des tableaux Excel à plus en finir. Tu as dû connaître ça, des AS400. Bon, donc tout ça maintenant, ça n'existe plus. Donc, et c'est très agréable. On travaille beaucoup plus facilement. Et effectivement, notre vie, on cherche à améliorer en permanence notre façon de travailler. La techno nous aide à mieux travailler, mais au final, une cliente ou un client vient dans un magasin pour acheter un produit. Alors justement, Laure, parce qu'on voit bien comment les marketplaces sont un ouvreur de business model et de potentiel sur la partie e-commerce, c'est assez évident. Dans quelle mesure la marketplace peut servir la performance du magasin? Je vais donner un exemple et je ne suis pas d'accord. Je pense que les technologies disrupte énormément le commerce en général. Et en fait, il ne faut effectivement pas opposer le magasin et le web. Enfin, en tout cas, je pars du principe que lorsqu'on a une stratégie digitale, elle est conçue omnicanal et qu'il y a vraiment des ponts entre les deux et que le magasin est connecté au web, le web au magasin parce que le client est partout, assez basiquement.
Donc, je sais pas, non, mais j'ai envie de parler de Maison du Monde, par exemple. Voilà, c'est un exemple que je trouve hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est une enseigne avec qui on discutait depuis longtemps, qui était très opposée au modèle marketplace historiquement. On peut le comprendre parce que c'est un acteur qui est un fabricant, de la même manière que Decathlon, qui est notre client aussi depuis 2 ans maintenant et qui, en plein milieu du Covid, a déployé une dizaine, maintenant 17 pays différents avec sa marketplace. Sont des enseignes au départ où on peut se dire c'est l'opposé du modèle marketplace parce que ce sont principalement des fabricants. Et en fait, il suffit de lire l'article, l'interview de Julie Walbaum, donc la directrice générale de Maison du Monde il y a quelques semaines, dans l'annonce des résultats financiers, pour comprendre à quel point la technologie, c'est quand même grâce à la technologie que ce modèle existe pour interconnecter des marchands avec un opérateur et avec des clients, a un impact vraiment stratégique sur cette entreprise qui a des ambitions de croissance au global, pas juste le web, très très fort, et qui va atteindre à peu près 250-300 millions de chiffre d'affaires sur son activité e-commerce, 1,9 milliard, je crois, de projection, d'ambition de chiffre d'affaires dans les années à venir. Et tout ça soutenu par quoi ? Par tout un plan de transformation de l'offre qui est proposée à ses clients, avec une vision qui est de proposer effectivement une offre élargie dans l'univers de la maison, avec un modèle marketplace qui impacte donc non seulement la satisfaction du client en lui proposant le bon produit au bon prix par le bon canal avec leur métier historique, mais également la marketplace, mais un modèle qui va impacter directement leur chiffre d'affaires. En 1 an, la marketplace représente déjà 20% de leur chiffre d'affaires e-commerce, qui est la plus forte croissance qu'on ait connue chez Miracle, en tout cas dans une première année de part marketplace sur le chiffre d'affaires e-commerce, mais également va impacter quelque chose qui est un peu le nerf de la guerre quand même pour un retailer, être capable de continuer à investir pour innover pour ses clients, qui est la bottom line, qui est l'EBIT, et qui doit croître de 9 à 11% dans les résultats qui sont présentés par Julie Walbaum. Donc ça impacte le client, ça impacte le chiffre d'affaires, ça impacte la rentabilité, c'est hyper disruptif. Ouais, tu n'as pas complètement répondu à ma question qui était sur le magasin, mais donc ça, je rebondis sur le canal. Dans sa stratégie, dans sa stratégie de marketplace, enfin, c'est à nouveau totalement. On parlait du magasin. Alors le magasin, dans cette stratégie, la marketplace est omnicanal dès le départ. Donc on peut, quand on arrive dans un magasin Maison du Monde, avoir accès à l'offre étendue sur cette place de marché. On peut se faire livrer n'importe quelle commande dans un magasin du Monde, donc Maison du Monde, donc ça a été conçu comme ça. Et ça, c'est un point intéressant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marketplaces qui font ça. On peut faire du click and collect avec les marchands. Ouais, ils veulent pouvoir faire du click and collect avec les marchands. Le parcours inverse est également vrai. Ils ont une dernière dimension qui est hyper intéressante, c'est de faire aussi beaucoup plus de produits responsables et éco-responsables dans leur propre manière de produire. C'est avant tout un producteur, mais également dans le choix des partenaires qu'il y aura sur cette marketplace. Non, juste parce que tu as quand même commencé en disant que tu n'étais pas d'accord, donc je vais quand même relever. Pas mon genre de me laisser faire. Donc déjà, je connais mieux mon business. Un peu piquant. Je connais mieux mon business model que toi. Et Maison du Monde peut faire de la vente complémentaire parce que c'est des produits avec des prix moyens extrêmement élevés. Aujourd'hui, chez Don't Call Me Jennifer, avec des prix moyens de 10 €, on a un business, on parlait du magasin encore une fois, où les gens viennent prendre un produit et partent, et on ne va pas leur faire de la vente iPad, c'est pas rentable. Ils ont des iPhones, ils sont mobile first, ils n'ont pas besoin de nous pour acheter, et toutes ces ventes complémentaires, on a déjà étudié l'utilité de la RFID pour Jennifer, le Ship from Store, la vente complémentaire, ce n'est pas rentable pour des gens. Donc attention de bien ne pas généraliser. Et ces business models ne sont pas rentables dans des business de super mass market. Et regardez à tel point Primark aujourd'hui ne fait même pas d'e-commerce parce qu'il n'a pas encore trouvé le modèle. Alors il a donné un boulevard à Shein aujourd'hui parce que finalement Primark aurait pu faire ce que fait Shein, mais il faut juste savoir que Shein c'est du dumping et que de façon certaine Shein perd des centaines de millions d'euros par an. On ne peut pas vendre des produits à 5 €, 7 € de prix moyen, livrés de Chine avec le transport gratuit.
Il y a un moment, c'est pas possible. Donc il y a des modèles qui ne supportent pas cet omnicanal de cette façon-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire du digital et qu'on ne va pas être fort en e-commerce. Alors justement, sur l'intégration omnicanal, d'abord vous en êtes où chez Tom? Et alors tu vas me dire si je suis dans le juste, mais vous n'avez pas été très pionnier, on va dire. Vous êtes en train de le faire, on va dire. Vous êtes en chemin. Et il y a beaucoup de retailers qui sont dans ce cas-là, où l'intégration, quelque part, on sait tous que le mouvement, la ligne bleue des Vosges, c'est un niveau d'intégration omnicanal complet, abouti, fluide, complètement maîtrisé, visibilité complète. Enfin, c'est le truc, on a tous envie d'y aller. En même temps, c'est quand même terriblement lent pour la plupart des retailers. Donc vous en êtes où et c'est quoi les freins? En fait, c'est amusant parce que tu as l'image de. On prend notre temps sur le sujet. Comme je disais tout à l'heure, comme on a investi sur la techno et sur notre caisse il y a 20 ans, au contraire, je trouve, et moi j'ai rejoint le groupe il y a 1 an, donc j'ai encore un œil, on va dire, un peu objectif et externe. Je travaillais avant chez SMCP qui était un peu plus en retard pour le coup que Tom. Grâce à la caisse, on a mis en place le click and collect en 2 heures, qui paraît un truc tout bête. Mais techniquement, c'est vachement compliqué pour beaucoup de retailers parce que le RP, il parle pas très bien au site e-commerce, on ne sait pas qui est le chiffre d'affaires, le transfert de stock, c'est compliqué, etc. Nous, comme nativement, on avait conçu notre caisse, on avait cette possibilité de faire du click and collect en 2 heures. Donc ça, on le fait depuis des années. Donc en ça, on n'était pas les plus en avance, mais on était assez novateurs. Après, toutes les fonctionnalités assez classiques, Sébastien, tu parlais du Ship from Store. Ship from Store, l'année dernière, on était fermé à cette époque-là. On s'est dit, vraiment jour pour jour, on s'est dit on passera jamais le Black Friday, il faut qu'on fasse un truc. Et en 3 semaines, on a mis en place le Ship from Store chez Tom. Alors on l'a désactivé depuis parce que on l'a fait en 3 semaines, donc forcément c'était un peu quick and dirty, mais ça fonctionnait, on était capable d'expédier et d'avoir une part très significative de notre business en Ship from Store. Donc culturellement, alors peut-être qu'on ne communique pas très bien sur notre omnicanal, mais un certain nombre de features que beaucoup de retailers ont, on les a depuis un certain temps, ou en tout cas on a une capacité à les mettre en place assez rapidement. De la même manière que l'extension de gamme sur un iPad, que font beaucoup de retailers, que moi j'avais mis en place chez SMCP. Tom le fait depuis plusieurs années, pas forcément sur un truc joli iPad, très marketing, mais sur la case. Quel est le prix moyen du produit? Le prix moyen du produit, c'est 80 €. Donc c'est exactement. C'est important de le souligner. Ouais, c'est hyper important de le souligner. On peut le faire. Alors chez SMCP, le prix moyen, c'était 200 €. Donc ça veut dire qu'on a une marge brute unitaire pour payer tous ces coûts omnicanaux. C'est-à-dire que si on a 10 € de logistique, qu'on vend un produit 10 €, de toute façon, le truc ne marche même pas. Nous, on a la chance d'avoir un prix moyen qui nous permet de faire de l'omnicanal et c'est pour ça qu'on va beaucoup dans ces directions. Oui. Dernier point sur lequel j'aurais voulu vous entendre, c'est les compétences dedans-dehors. Qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on met dehors de l'entreprise? Donc d'un côté, vous l'avez tous dit, il y a des arbitrages sur qu'est-ce qu'on fait en interne, et il y a plein d'avantages à avoir les trucs en interne, tu viens de les évoquer. Il y a plein de choses qu'on choisit de faire en externe parce que écosystème ouvert, parce qu'elle est plus vite, parce qu'il y a des gens qui sont plus compétents que vous pour le faire. Au bout du bout, quand vous réfléchissez au type de compétences, d'expertise que vous voulez avoir dans votre entreprise, à l'intérieur de votre entreprise, pas demain, mais on va dire à 3 ans, allez, par rapport à celles que vous garderez en externe, que vous avez besoin de comprendre, mais que vous n'allez pas chercher à internaliser, est-ce qu'il y a beaucoup d'internalisation de compétences technologiques, mais au sens large du terme? Ça peut être digital, ça peut être de la data, ça peut être de la robotique pour vos entrepôts, ça peut être, enfin j'en sais rien. Est-ce qu'il y a une internalisation de compétences technologiques fortes, nécessaires dans vos entreprises dans les années qui viennent? Ou est-ce que c'est le fait de travailler avec de l'externalisation et des bons partenaires, ça fait le job? Quand l'outil existe sur le marché, je trouve qu'il n'est pas forcément nécessaire de réinventer la roue. Donc personnellement, je préfère j'ai pas de problème à externaliser. C'est-à-dire, j'ai pas peur de perdre tel savoir-faire ou tel savoir-faire. Tu vois, on n'a pas de problème à externaliser des consultants. Donc j'ai pas cette peur parce que notre force, c'est notre imaginaire et notre positionnement. Peu importe qu'on le fasse avec des entreprises tierces ou pas. Donc j'ai pas de barrière là-dessus. Je me dis pas ça doit être absolument internalisé. À part une chose,
La distribution, pour l'instant, nous, on a le souhait de maîtriser notre distribution. Tu veux dire les magasins? Les magasins et l'e-commerce. C'est-à-dire que on ne vend pas, encore pour une fois, on n'a pas parlé de Célio, mais bon, c'est pas grave. Sur Jennifer, Célio, c'est différent. Sur Jennifer, on ne vend pas sur d'autres marketplaces. On ne vend pas chez Zalando, chez Asos, etc. Donc la distribution, comme on veut un imaginaire de marque très fort, je ne cherche pas à déployer ma marque via d'autres distributeurs qui vont capter ma communauté, ma data, et me copier et vendre d'autres choses à la fin. Ça, par contre, on a envie de le garder. C'est pour ça qu'on lance notre propre marketplace pour ne pas être dépendant d'une autre Donc marketplace. les expertises clés chez toi, dans les années qui viennent, ça va rester le produit, l'émotion, la marque, le marketing, etc. et les magasins, quoi. Oui, mais le produit, je pourrais l'externaliser. Si j'ai un bureau de style fantastique à ouais. l'externe, je l'ai déjà Ah fait ouais. sur Andy's. Ah ouais. J'avais externalisé ma direction de style. Donc si tu as un directeur de style extraordinaire et qu'il n'a pas envie de venir dans tes bureaux à Saint-Ouen, bon, ben, tu t'adaptes. Hein. Flavien? Moi, j'ai absolument aucun dogme sur le sujet. Ça dépend vraiment de la situation et des objectifs qu'on se fixe. On travaille avec beaucoup de startups qui vont, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus vite que nous, beaucoup plus loin. Donc, c'est très intéressant de travailler avec un écosystème. Et il y a des moments ou des situations où c'est intéressant d'internaliser. Notre plateforme e-commerce, on a fait appel, on travaille sur Salesforce, on a fait appel à un intégrateur et on s'est aperçu rapidement que on irait plus vite, plus loin si on avait des équipes internes et on serait plus agile. Donc là, il y a un vrai intérêt pour nous à internaliser. Et donc, c'est ce qu'on a fait. PopSell que je citais, c'est aussi un autre exemple de le produit ne nous correspond pas exactement. Donc, on préfère le faire en interne pour l'adapter. Mais après, pour le reste, essayer de copier ce que font des gens beaucoup plus talentueux que nous, moi, je vois pas l'intérêt. Et Laure, on peut terminer par toi, mais on connaît un petit peu ta réponse. Non, mais enfin, je pense, très courte réponse. Make or buy, c'est le débat qu'on a tous les jours dans notre métier, dans discutant avec nos clients. Je sais pas, les budgets IT d'une boîte comme Amazon qui a développé sa propre marketplace et encore V1 sur 6 ans, ça se compte en dizaines de milliards de dollars. Donc ça coûte extrêmement cher. Je pense déjà c'est un critère assez simple. Hein. Ça coûte beaucoup moins cher de faire appel à des partenaires externes. Donc c'est déjà un critère important. C'est difficile de trouver les bonnes compétences. Il y a quand même une pénurie de compétences dans tous les métiers de l'IT en général. Et ceux qui captent beaucoup ces compétences, souvent, sont plutôt les métiers, effectivement, éditeurs. Donc, on a l'année dernière annoncé en début d'année, annoncé qu'on travaillait avec La Redoute, par exemple. Petite touche locale pour conclure. Grande touche locale, on était extrêmement heureux et extrêmement fiers parce que La Redoute a passé 10 ans à développer sa propre marketplace avec ses propres ressources IT internes. Et le fait qu'au bout de 10 ans, ils aient manifestement trouvé certaines limitations à continuer à développer cette activité, notamment à l'international, notamment sur des nouveaux business models, et puis même pour ne serait-ce que d'être au niveau de ce qu'est l'innovation dans le monde de la marketplace, l'intelligence artificielle, le fulfillment, le dropshipping, le C2C. Il y a tellement de sujets sur lesquels il faut investir. Ils ont décidé finalement de travailler avec nous. Donc, je pense qu'effectivement, les éditeurs ont une part intéressante à jouer. Bah, c'est là quel pognon, de toute façon, on sait bien. Hein. Allez, Merci. merci. Merci beaucoup. Merci. Allez-y, je vous laisse descendre.